Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler des boîtiers Canon argentiques à monture FD, monture utilisée par Canon avant l'arrivée de l'autofocus et sa gamme bien connue EOS. Ces objectifs sont apparus en 1971 lors de la sortie du Canon F1, on voit ici, et ont cessé d'être fabriqués en 1992. Elles succèdent à la monture FL qui elle fut introduite en avril 1964 sur le Canon FX, remplaçant la monture R. La monture FL fut donc remplacée en 1971 par la monture FD. Des objectifs à monture FL peuvent être montés sur des appareils à monture FD, moyennant la perte de mesure de la lumière à pleine ouverture. Vous pouvez donc voir ici un FTQL, fabriqué de 1966 à 1972. Alors celui-ci appartenait à mon père et fut à l'origine de l'essentiel des photos de famille de cette époque. Il l'utilisait en parallèle avec le Ricoh 500G que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Ce boîtier est tout manuel et vous pouvez l'utiliser sans pile. Seule l'utilisation de la cellule nécessite une pile. C'est un boîtier très robuste à la fabrication exemplaire comme l'on n'en fait plus aujourd'hui. Mais c'est tout en métal et c'est donc très costaud. Donc vous n'avez pas besoin de pile pour le faire fonctionner. Vous pouvez le trouver aujourd'hui en occasion aux alentours de 100 € avec un 50 mm 1.8. Et ça peut être un très bon choix pour débuter dans la photographie. Ensuite, il y a eu le Canon AV1 que vous voyez ici. Le Canon AV1, lui, a été fabriqué à partir de 1979. C'est un boîtier qui fonctionne en mode priorité diaphragme, c'est-à-dire que vous changez le diaphragme et la vitesse se met en fonction du diaphragme. C'est un très bon boîtier pour débuter la photo, tout comme le AE1 et le A1 programme. Le AE1, lui, c'est un priorité vitesse, et le A1 programme, c'est priorité vitesse, plus il a en plus un programme. Moi, en ce qui me concerne, j'ai tendance à préférer le Canon AV1, puisque je préfère maîtriser la profondeur de champ, et donc agir plus sur le diaphragme. Autrement, il est assez petit, assez compact, et aussi toute une fabrication en métal, donc très solide. Ça peut être un bon premier choix aussi pour ceux qui veulent débuter en argentique, et vous le trouvez aussi aux alentours d'une centaine d'euros avec un 50 mm, là bon, en l'occurrence c'est un 35 de 8, donc là ça serait un petit peu plus cher, mais avec un 50 mm vous pouvez le trouver autour de 200 €. Bon, autrement, si vous avez un budget un petit peu plus élevé, vous avez le Canon A1. Donc lui, le Canon A1, il a la particularité, en fait, bon, c'est un semi-professionnel. Il a la particularité d'avoir 4 modes, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien l'utiliser en priorité diaphragme, donc choisir le diaphragme et la vitesse se met en conséquence. L'utiliser en priorité vitesse, donc là vous choisissez la vitesse et le diaphragme se met en conséquence. L'utiliser de façon entièrement manuelle, donc là vous choisissez les deux paramètres en fonction de ce que vous désirez. Ou alors carrément le mettre en programme. Donc pour lui, il faudrait compter environ entre 200 et 250 € aujourd'hui pour l'avoir. C'est un boîtier donc pour les amateurs avertis qui fut commercialisé entre avril 1978 et 1985. Il fut le premier appareil photo au monde à bénéficier d'un ordinateur intégré numérique et non plus analogique. Donc c'était déjà le début de l'électronique dans les boîtiers. Voilà. Autrement, nous avons les deux pros de la gamme, toute la gamme FD. Tout d'abord, le Canon F1. Bon, le Canon F1, il y en a eu 3 versions. Il y a eu le F1 tout court, le F1N, qui en France qui s'appelait comme ça au Japon, mais il continue à s'appeler F1 en France. C'était une petite évolution du F1. Et après, il y a eu carrément le F1 New, dans lequel il y a beaucoup plus d'électronique. Donc il est apparu en 1971. Un peu après le Canon FTB, qui était la version grand public des réflexes Canon. Le premier modèle de F1 est dit Old, par opposition au New F1 de 81. Le Canon F1 arrive 12 ans après le Nikon F, sorti en 1959, référence de sa catégorie et principal concurrent du Canon sur le marché professionnel. Le Canon F1 fut mis au point en septembre 1976 et nommé Canon F1N au Japon, comme je viens de vous le dire, mais il conserva donc sa dénomination en France. Il pouvait être équipé d'un dodateur, d'un magasin 250 vues pour une plus grande autonomie, d'un moteur d'entraînement ou d'un moteur ultra rapide, d'un système de viseur interchangeable, de télécommande sans fil, de duplicateur de diapositives, mais aussi d'accessoires dédiés au domaine médical ou scientifique comme les adaptateurs pour microscope.
Alors il bénéficiait aussi de la gamme d'objectifs FD couvrant à cette époque une plage focale sans équivalent du 7,5 mm, c'est-à-dire du fisheye, jusqu'au téléobjectif, c'était à 1200 mm, et comportant des objectifs ultra lumineux. Vous aviez par exemple le 51.2, le 81.2 en gamme L, donc la gamme professionnelle, et des objectifs aussi à décentrement. Dès 1971, c'est donc un système extraordinairement moderne qui s'ouvre au processeur de F1. Cet appareil était très utilisé pour la photographie de terrain, reportage, macrophotographie, sport. Il existera par la suite une édition spéciale Jeux Olympiques, le Canon F1 76 Montréal, ça c'est une édition limitée, mais aussi photos créatives et applications scientifiques et industrielles. La monture FD à baïonnette utilisée par le Canon F1 est incompatible avec le système EF, bien sûr, qu'on trouve sur par exemple un EOS 5. Là, bon, on est sur la gamme d'après, autofocus, dont je vais parler un petit peu plus tard, qui a suivi donc à partir de 1987 que donc la gamme EF est arrivée, parce comme il n'y avait pas de contact électrique sur l'ancienne monture FD, quand Canon a dû passer à l'autofocus, bon, ils avaient fait une brève tentative avec le T80 qui a été plutôt un échec en motorisant directement l'objectif. Et ensuite, ils ont dû carrément changer de monture, sans quoi c'était pas adaptable sur l'ancienne monture. Donc c'est sûr que les adeptes de Canon étaient un peu déçus de devoir changer tout leur matériel. Contrairement à Nikon qui a pu élaborer sa monture autofocus en gardant la même monture qu'ils utilisaient depuis le Nikon F. Ensuite, en 1986, on a le second boîtier professionnel qui est arrivé, qui est le Canon T90. Alors là, c'est une véritable révolution ergonomique, hein, comme on peut voir. Donc, il s'adresse aux photographes avertis, voire aux professionnels, et il apportera une véritable révolution sur le plan ergonomique. Il utilise la monture Canon FD. Il est le réflexe Canon le plus perfectionné à avoir utilisé cette monture. Donc cet appareil vient dans la série des T, après un T50 simpliste, qui lui est apparu en 1983. Un T70 qu'on peut voir ici, qui lui était plus abouti et est arrivé en 1984 avec son look typiquement années 80. Et un T80, comme je vous parlais, à l'autofocus un peu balbutiant en 1985. Ça a été la réaction que Canon a eue pour essayer de concurrencer Minolta quand Minolta a sorti ses boîtiers autofocus. Mais bon, c'est un boîtier qui est sorti un peu trop rapidement, et avec l'ancienne monture, en fait, il n'y avait pas les possibilités de rendre l'autofocus assez rapide, d'où le passage vers la gamme EOS. Donc, il abandonne le design anguleux des réflexes Canon précédents. Visuellement, il est très proche de la ligne des EOS à venir. C'est même lui qui va servir de modèle pour toute la gamme EOS qui suit. Il sera suivi dans la gamme T par le T60 en 91, très inférieur techniquement et au dessin plus classique. Le design est dû au grand designer Luigi Colani, c'est lui à qui ils avaient demandé de le dessiner, et après ils s'en sont inspirés pour toute leur gamme EOS qui a suivi jusqu'aujourd'hui. Les derniers EOS reprennent toujours un petit peu à la fois de ce design et en même temps de cette ergonomie avec les molettes, etc. Donc conçu en pleine période de l'apparition de l'autofocus sur les boîtiers réflexes, cet appareil reste fidèle à la baïonnette FD et à la mise au point manuelle, après 2 essais guerre concluants avec l'objectif FD 35-70 4AF, puis le T80. Canon devra, pour obtenir un autofocus utilisable, passer à la nouvelle monture EF, utilisée la première fois en 1987 sur le Canon EOS 650, visuellement très semblable au T90. Outre son renouvellement stylistique, le T90 se voit doté d'une roue codeuse placée derrière le déclencheur, cette fameuse roue codeuse, et servant à faire défiler les choix possibles suivant le bouton pressé simultanément et d'un écran LCD. Donc là, vous voyez, vous appuyez sur les différents boutons et avec la roue codeuse, vous pouvez changer les différents paramètres. Avance, armement de l'obturateur et rembobinage font chacun appel à un moteur séparé. L'obturateur plan focal à rideau métallique est à déplacement vertical et donne les vitesses de 1/4 millième à 30 secondes avec une synchro flash ou 1/250e de seconde. La mesure de lumière se fait suivant 3 modes. Vous avez global à prépondérance centrale, semi-spot, c'est la prépondérance centrale plus forte, et spot. Spot, c'est-à-dire c'est sur le centre, un tout petit endroit au centre pour quand vous voulez vraiment cibler votre mesure de la lumière sur un point bien précis. L'électronique de l'appareil lui permet de gérer de multiples modes d'exposition, donc priorité, comme par exemple le A1, vous avez priorité vitesse, priorité ouverture, manuel, et en plus vous avez des programmes résultats, ou différents types de programmes. C'est le premier réflexe Canon avec la mesure TTL au flash et la synchro sur le deuxième rideau.
Donc il préfigure la gamme dont les OS 5 que vous pouvez voir ici, et puis aussi les OS 1 après, qui est le boîtier professionnel de la gamme EOS qui va lui succéder par la suite, donc gamme autofocus. Pour finir, quelques mots sur son petit frère, donc c'est de la gamme T, le T70. Donc le T70, il fut commercialisé entre 1984 et 1989. Et il est le successeur des Canon AE1 et AE1 Programme. Le Canon T70 a été présenté à la presse le 1er mars 1984 pour une commercialisation vers le milieu de la même année. C'est la version perfectionnée du Canon T50, une sortie une année plus tôt auquel il lui ressemble donc beaucoup. La différence la plus visible étant la disparition de la manivelle de rembobinage que vous voyez plus ici, qui est maintenant confiée à un moteur électrique. C'est le premier réflexe à être muni de ce perfectionnement. C'est le début du modernisme et puis des boîtiers tout en plastique, on va dire. Mais bon, ça reste une très bonne fabrication malgré tout. Donc si l'appareil conserve les formes anguleuses de la série A, il n'est plus métallique mais en plastique anthracite avec des sérigraphies dorées. Le chargement du film est automatique. Il suffit de tirer la jusqu'au repère orange et de refermer le dos pour que le film soit accroché et avance à la première vue. En effet, quand vous ouvrez le dos, vous voyez, il y a un petit repère ici, il suffit de mettre le film à cet endroit-là, et donc dès que vous fermez, il va se mettre tout de suite à la première vue. Donc ça, c'était une petite avancée technique qui évitait de faire un film sans l'avoir bien accroché et donc dans le vide. Il n'a pas de code DX des cartouches de film et il faut régler manuellement la sensibilité du film, mais ça c'est pas trop problématique. Il est muni de 3 programmes, normal, wide, entre parenthèses grand angle, et téléobjectif. Le premier est d'usage le plus courant et les deux autres privilégient la profondeur de champ dans le cas de wide et la vitesse plus élevée possible dans le cas de télé. Donc ça c'est logique. Il existe un mode TV 125 qui fonctionne en priorité vitesse avec une vitesse par défaut de 1/125e et un mode manuel. Donc voilà un petit tour d'horizon des principaux boîtiers de la gamme FD. Je pense que pour ceux qui veulent débuter en photographie argentique, ça peut être un très bon choix, car ils permettent d'accéder à une excellente gamme d'objectifs, se trouvant à des prix souvent raisonnables, et ils bénéficient d'une très très bonne qualité de fabrication. D'ailleurs, à mon goût, meilleure que celle qu'on pouvait trouver sur les premiers EOS, quand on prend les EOS 500 ou EOS 5000. Enfin là, c'était vraiment très très plastique. Même les baïonnettes d'objectifs étaient en plastique, alors que là, vous avez quand même du matériel de très bonne qualité, vous voyez, avec des baïonnettes en métal. Donc je pense que pour quelqu'un qui débute et qui veut commencer en argentique, surtout avec les modèles un peu vintage, comme peut-être le FT, comme le FT, la V1, le FTB qu'on voit pas ici, ou carrément la 1, ce sont des très bons boîtiers qui pourront encore auront encore de longues années devant eux. Donc ça peut être une très bonne alternative, je pense, au matériel Nikon tels que les FM, les FE, FM2, FE2 ou même FT2, mais qui eux nécessitent un budget qui est quand même largement plus élevé, même si Nikon ça a toujours une certaine aura. Voilà, donc voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Donc pouce bleu si la vidéo vous plaît, et faites-moi des commentaires, n'hésitez pas surtout. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, et je vous souhaite bonne photo.